Le gagnant n'abandonne jamais, c'est avec cette maxime que nous vous accueillons dans Plateau Foot Europe en mode reprise ce vendredi. Alors, chers spécialistes, vous qui êtes là, on va se saluer. Salut Armel Waba. Salut Angelo. Ça va bien, la trêve vous a fait du bien? Énormément. Énormément, ça se voit visiblement. Alors, Franck Lunyama, Guten Morgen. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous. Ça va? Comment vous portez-vous? Oui, ça va, on rend grâce. Ça fait plaisir de se retrouver. Ouais. On a envie de finir rapidement avec ces vacances-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. Ezekiel Ayataï, buongiorno, comment tu vas? Buongiorno Angelo, bonjour à tous. En pleine forme? Ça va. Ça va. Alors, Fifia Sogbavi et Roméo Hector sont out pour aujourd'hui. Nous les saluons tout de même au passage. Au sommaire de ce nouveau numéro, les renforts effectués par certains clubs lors du mercato hivernal en cours. Au registre des coupes, la Juve soulève la Super Coupe d'Italie grâce à CR7. Le Barça évite le piège en Copa del Rey. C'est la reprise du championnat en Allemagne avec un duel intéressant. Leipzig-Dortmund. Naples croise la Lazio en Serie A italienne. Le Real en plein doute accueille au Bernabeu le FC Séville dans un match choc en Liga espagnole. Villarreal, Valence, Athletic Bilbao, des clubs espagnols jadis au sommet de leur art sont aujourd'hui dans le trou. Que se passe-t-il? Tentative de réponse avec les spécialistes. En première ligue, c'est également le retour de la compétition avec le chaud derby londonien entre Gunners et Blues. Nous finirons l'émission avec le thème sportif et bien évidemment beaucoup de choses à apprendre de la part du professeur choisi pour l'occasion. La mise en onde est signée Gildas Caboret. La vidéo, c'est l'affaire de Elom Adovon. Merci de nous choisir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Alors, chers spécialistes, on va faire un petit décryptage des informations en ce qui concerne le mercato, les mouvements des joueurs dans les pays, les uns comme les autres. On va s'intéresser d'abord à la première ligue anglaise. Oui, mon cher Armel Waba, vous qui êtes le patron de cette première ligue anglaise, Cesc Fabregas a quitté enfin Chelsea pour Monaco. Oui, il a fait, ça fait je crois à peu près une semaine que l'Espagnol, Cesc Fabregas, de son vrai nom, Francesca, on oublie souvent ça, d'accord, mais c'est le Cesc qu'on prend. Eh bien, milieu de terrain superbe, tout simplement, qui a fait les belles heures d'Arsenal, puis de Barcelone, mais maintenant il a eu un peu du mal à s'imposer dans ce système dont il n'y avait pas un véritable neuf de Pep Guardiola. Puis il est revenu en Angleterre qu'il connaît très 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 bien. Oui. Et puis un nouveau titre avec José Mourinho notamment. Et puis la déconvenue quand même avec Antonio Conte, amplifié par l'arrivée de Mauricio Sarri. On sentait l'Espagnol tout cramé, il n'avait aucune chance. Il n'était plus titulaire. Sa place a été arrachée par l'Italien Jorginho, voilà, que Mauricio Sarri a amené. Oui. Et donc finalement, je crois que Cesc est parti à Monaco en tant que cadre, tout de même, de cette équipe monégasque qui n'aligne que des jeunes joueurs totalement inexpérimentés du haut niveau. Eh bien, tout de suite, il a été titulaire dans ce choc. Oui. Si c'en est encore un face à Marseille, un but partout à l'arrivée, on a quand même senti l'impact du milieu de terrain espagnol. Il va se refaire donc une santé en France. Alors, Franck Lunyama, Cesc Fabregas, on ne le présente plus. C'est quand même, on peut dire, un renouveau, entre guillemets, pour le joueur espagnol. Tellement d'expérience pour ce joueur espagnol. Oui. Il n'a que 31 ans. Donc, je pense seulement. Que c'est un bon joueur qui est arrivé au niveau de Monaco. Et on savait que n'importe comment le joueur allait partir parce que vous connaissez la loi au niveau de Chelsea. Oui. On ne renouvelle plus forcément les joueurs qui ont plus de 30 ans déjà. Il en a 31. Si on doit le faire, ça doit être 6 ou 1 an. Voilà. Donc, le joueur avait une opportunité d'avoir 3 ans de contrat dans un club qui a les moyens, mais qui aujourd'hui est dans une situation dramatique. Oui. Donc, je pense que l'arrivée de Cesc Fabregas va apporter plein de choses au niveau de Monaco. Il n'y a qu'à voir le match qu'il a produit lors du Dramatico, comme on l'a appelé, Monaco. Ça veut dire quoi? Oui, les deux clubs étaient dans une situation dramatique. Donc, c'est le Dramatico. C'est le Dramatico, comme on l'a dit la dernière fois. Donc, je pense qu'il est arrivé pour apporter un peu plus, pour apporter de l'expérience, cette rage de vaincre à l'équipe, mais c'est un joueur qui reste toujours humble. Ezekiel, vous voulez ajouter un mot sur l'avenue de Cesc du côté du club du Rocher?
Non, mais forcément que son expérience apporterait quelque chose à cette équipe. On sait qu'il y a beaucoup de blessés du côté de Monaco. Oui. Cesc Fabregas est arrivé, au moins c'est un joueur qui peut quand même garder le ballon et délivrer des passes précises. Oui. On l'a vu la dernière fois avec beaucoup de ballons touchés dans ce match-là et surtout les passes réussies. C'est ce qui a été impressionnant dans ce match. Ah oui, c'est un spécialiste. Oui, donc d'entrée, il a apporté peut-être ce petit truc qui manquait à Monaco. D'abord son expérience et puis cette assise au milieu de terrain. Donc je pense que c'est un bon coup pour les Monégasques et avec l'arrivée ou le retour des blessés, je pense que Monaco va beaucoup souffler. Alors on va s'intéresser également à un autre joueur, oui, certes qui ne va pas jouer pour l'instant du côté du Bayern. Nous parlons bien sûr de Benjamin Pavard, mais le transfert est acté. Franck Nuyama, Benjamin Pavard serait bavarois dès juillet, voilà quoi, dans quelques mois. Oui, en fin de saison. Voilà. Parce que là, le Bayern ne voudra pas lésiner sur les moyens. On sait que c'est un joueur qui est en difficulté avec son club au niveau de Stuttgart. Mais on connaît la qualité, la valeur d'un tel joueur qui est champion du monde à 22 ans déjà. Ça veut dire qu'il a de la qualité. On se souvient de ce super but marqué contre l'Argentine. Donc avec ce but, ça fait le tour du monde et le Bayern vraiment a voulu rapidement mettre les choses en place et avoir le joueur. Donc finalement, ils ont trouvé un accord avec Stuttgart et le joueur deviendra bavarois à la fin de la saison. Je crois que c'est une bonne pioche. Et le Bayern a toujours préféré des latéraux français. Oui, c'est vrai. Lizarazu qui est passé par Sagnol. Oui, voilà. Donc, voilà. La tradition est toujours respectée. Donc j'espère qu'il va pouvoir le couple franco-allemand. Vraiment, il va pouvoir tenir le coup et vraiment justifier ce transfert-là. Évoquons également toujours... Oui, allez-y. Mais rapidement sur Pavard, moi je pense que est-ce qu'il vient au Bayern Munich pour s'imposer? Parce que quand même le poste... Vous en doutez? Oui, je m'en doute parce que quand même Joshua Kimmich, c'est tout sauf un joueur moindre dans cet effectif bavarois. Alors la question de savoir, est-ce que ce sera Pavard le titulaire ou l'allemand? Il faut analyser ça aussi avant d'aller dans une équipe. Hein. C'est tout. Mais sûrement, Armel, qu'il a reçu des garanties pour être quand même au Bayern. Oui, sauf que les clubs peuvent vous donner des garanties, mais ne pas les respecter. Il y a actuellement le cas Malcolm au FC Barcelone, Philippe Coutinho. En tout cas, les exemples sont légion. Oui. Et donc, je pense que c'est un super joueur, mais tout de même, on ne le connaissait pas. Hein. Personne ne le connaissait avant la Coupe du Monde. Et puis, quand même, un seul but qui propulse ce gamin, comme pour James Rodriguez. Oui. Il y a quelques années, la suite, on la connaît du côté du Colombien. Vous lui prédisez déjà quelque chose de pas bon, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, mais je dis que là où il va falloir avoir les... Le Bayern trop grand pour lui? Non, pas trop grand, parce que un joueur peut s'imposer, mais en tout cas, je suis sûr que la concurrence, elle sera rude pour le Français. Ce n'est pas grave. Je voudrais juste rassurer Armel, c'est qu'il dit c'est important, parce que lorsque vous êtes aussi jeune et vous allez dans un grand club comme le Bayern, vous devez pouvoir lutter pour gagner votre place. Je crois que son entourage a fait des négociations par rapport à sa titularisation. Et sûrement des garanties. Des garanties. C'est vrai que ça ne se respecte toujours pas, mais je crois que sa famille, son entourage a été vraiment très très pointueux là-dessus. Et puis, ce qui va peut-être être la chance de Pavard, c'est que l'Autrichien ou encore le Suisse Alaba est un joueur polyvalent. Il est capable de jouer sur le côté droit que sur le côté gauche et même en équipe nationale. Même en équipe nationale, il joue au milieu de terrain. Voilà, donc ça peut être un élément qui puisse rassurer Benjamin Pavard. Ézéchiel, il y a également un joueur, c'est vrai, qui a été transféré, mais en même temps prêté au Borussia Dortmund. Il s'appelle Christian Pulisic, 40 millions d'euros sur le joueur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Jeune joueur de 20 ans, américain, Pulisic américain. Déjà, voilà, faut préciser. Quand on met 20 millions sur un jeune joueur de 20 ans, c'est que c'est un joueur prometteur. Oui. Forcément, maintenant, on le prête au Borussia, peut-être histoire de lui permettre de s'aguerrir un tout petit peu avant de revenir, parce que c'est vrai qu'au niveau du Bayern, la concurrence est rude. Mais actuellement, je pense que il n'y a pas assez de place au Borussia. Le
leader de la Bundesliga. La concurrence de l'autre côté n'est pas des moindres. Donc je pense que c'est un petit qui a le temps d'apprendre tout simplement. Peut-être son talent pourrait forcer les choses à lui offrir peut-être plus de temps de jeu. Mais je pense que c'est à lui maintenant de s'affirmer, de se donner sur le terrain pour convaincre son entraîneur. Alors, on reste avec vous, Ézéchiel. Qu'en est-il de la situation exacte de Gonzalo Higuaín? Gonzalo Pipita Higuaín est attendu ce vendredi à Londres pour les derniers détails de sa venue à Chelsea. On parle d'un prêt de 6 mois avec option d'achat. On sait que le joueur a été prêté par la Juve à l'AC Milan, mais c'est un joueur muet depuis le début de la saison. Lors de la Coppa Italia, il était sur le banc. Bon, on l'avait annoncé fiévreux, donc c'est ce qui explique sa place sur le banc, mais est-ce que c'est la vraie raison? On attend. Avait-il peur de Cristiano Ronaldo? C'est clair. Non, il n'avait pas peur de Cristiano Ronaldo, mais je pense que le club a déjà son attaquant. Avant de venir à la Juve, il avait, comme on le dit, cette garantie d'être titulaire. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à la Juve. Maintenant, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, du côté de la vieille dame, on sait tout de suite qu'il sera titulaire. Donc, il le sait aussi qu'il sera plus titulaire. Il a préféré partir. Maintenant, malheureusement pour lui, du côté du Milan, c'est pas le grand Gonzalo Higuaín, le serial buteur qu'on retrouve. Peut-être que avec Chelsea, il va se relancer, puisque on sait que Chelsea aussi souffre d'un problème d'attaquant. L'attaquant de Chelsea, c'est Olivier Giroud. Donc allez-y comprendre. Voilà, donc champion du monde. Champion du monde. Avec oui, je crains un peu pour Higuaín. Ézéchiel parlait de la fièvre. Non, plus que la fièvre. Higuaín, c'est un joueur qui la fièvre mentale plutôt. Un joueur qui par moment passe par des trous, d'énormes trous d'air. Et puis il n'a pas toujours eu une bonne hygiène de vie. En témoigne ces surplus de poids quelquefois. Mais quand on connaît l'intensité du football anglais, on se demande si Pipita va pouvoir gérer tout ça. En tout cas, c'est une chance qui lui est offerte, lui maintenant qui n'a plus grand chose à prouver en Italie. Voilà, de découvrir un autre championnat. Mais je crois qu'il avait quand même peur de Cristiano. Oui, mais on sait que c'est un joueur ordinairement très adroit devant les buts. Donc aujourd'hui, avec ce jeu de Chelsea qui arrive quand même à posséder le ballon, je pense que Eden Hazard est là. Il y a de bons joueurs à Chelsea, Willian, Eden Hazard, les autres qui peuvent quand même le trouver dans de très bonnes conditions. Et devant les buts, c'est un tueur. Donc là, je pense qu'il pourra se relancer, ce qui n'était pas forcément le cas au Milan AC. On va s'intéresser, allez, vous voulez ajouter un mot? Pipita Higuaín, c'est un joueur frustré, déçu, peut-être on va dire, parce qu'il a quitté Naples pour, on va dire, une aventure assez intéressante au niveau de la vieille dame. Mais quelques mois plus tard, on est certes de succès, même si. Au départ, il avait marqué beaucoup de buts. En tout cas. Donc, quelques mois après l'arrivée de Cristiano Ronaldo, le joueur s'est senti peut-être, j'allais dire, trompé par les dirigeants des Bianconeri. Donc, il a voulu partir. Il est parti du côté du Milan AC. Ça ne réussit pas. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin forcément de changer un peu d'air. D'accord. Il a besoin de changer un peu d'air. Pour de nouveaux challenges. Oui, pour de nouveaux challenges. Chelsea, pourquoi pas. C'est une chance qui lui est offerte à lui maintenant de la saisir et de prouver qu'il reste quand même un grand attaquant qu'on a connu il y a 5 ans. On se rappelle au Real, c'était un joueur extraordinaire. Gonzalo Higuaín, et les Français ont tout fait pour pouvoir l'enrôler. Naturalisé. On se rappelle quand même de cette situation. Il est d'origine justement. Et on va s'intéresser à cette folle rumeur, chers spécialistes, concernant Mario Balotelli à Marseille. Oui, ça dure depuis l'été passé, pardon. Voilà, Balotelli à Marseille, moi je ne suis pas emballé. Est-ce que c'est la réponse? C'est le réel, on peut dire, bon argument pour l'Olympique de Marseille? Non, pas du tout. Le mal phocéen, il est très 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 profond. Il est même transversal à tous les échelons, que ce soit les dirigeants, dans leur vision, même le les coach. Les supporters sont dépités. Voilà, même si entre-temps, ça nous a donné une illusion avec la saison passée, notamment la finale de l'Europa League. Je pense plus que Balotelli, il faut d'autres joueurs. Déjà, l'alarme ne doit pas être donnée forcément en attaque, parce qu'il y a un moment, Valère Germain, certes, ce n'est pas un très très grand
attaquant, mais il mettait quand même 18-20 buts par saison. Donc ça peut le faire. C'est une crise de confiance dans cette équipe. Sinon, les bons joueurs, ils sont toujours là, quelques-uns en tout cas, mais c'est l'équipe qui a totalement lâché mentalement. Quand on voit les déclarations et de l'entraîneur et des joueurs, on sent que ce problème, il est plus mental qu'au niveau de la qualité de l'effectif. Alors, Ezekiel, vous qui avez un œil assez pointilleux sur la Serie A italienne, ce sont les médias italiens qui annoncent Balotelli du côté de la Canebière. Est-ce que vous pensez que Rudy Garcia serait en train de faire un bon choix ou les dirigeants marseillais? Balotelli aujourd'hui, dès qu'on parle de Balotelli, on pense au vestiaire. Donc, je pense que c'est un joueur qui, par moment, peut être... je dirais muet, un joueur qui ne parle pas et qui s'exprime sur le terrain. Et quand il le veut et quand il le décide, c'est un joueur qui pourrit les vestiaires. Actuellement, est-ce que c'est de ça que l'Olympique de Marseille a besoin? Je ne pense pas. Et surtout que c'est un joueur pas au mieux de sa forme. Je pense qu'actuellement, l'Olympique de Marseille a besoin des joueurs très en forme. Mais Balotelli, on sait que c'est un joueur bourré de talent. Maintenant, physiquement, est-ce qu'il va tenir la barre? Permettre à l'Olympique de Marseille mal en point de se relancer? Toute la question ou toute l'interrogation est là. Donc je crois que l'Olympique de Marseille actuellement a besoin d'un autre attaquant que Mario Balotelli. Et on parlerait d'un prêt sur la table de Nice pour l'attaquant transalpin, tout en prenant l'intégralité de son salaire en charge. Donc allons comprendre quelque chose. Du côté, en tout cas, ce n'est pas la plus belle image que Marseille devrait pouvoir rechercher actuellement, parce que le joueur ne joue plus à Nice, il a pris quelques grammes, je ne veux pas dire quelques kilos, et il doit pouvoir travailler pour venir. Maintenant, Marseille est quelque part obligé, parce que sur le marché, quels sont ses meilleurs joueurs à retrouver actuellement? Kazri peut-être, aller le chercher. Kazri, est-ce que Saint-Etienne voudra le laisser partir? Parce que c'est quand même le pion essentiel de cette équipe, et il l'a prouvé sur le dernier match contre l'Olympique de Marseille. Donc je pense que Rudy Garcia a des problèmes, les joueurs ne se retrouvent pas, on parle, mais on n'arrive pas à remettre ce qu'on dit sur le terrain. Marseille est en difficulté. Je pense qu'on doit prendre le temps de pouvoir travailler, de pouvoir réfléchir pour aller chercher le joueur qui puisse faire la différence. Mais je regrette que ce ne soit pas Balotelli. En tout cas, on va suivre de très très près les différents mouvements lors de ce mercato hivernal. Pour l'instant, ça ne bouge pas assez. Mais bon, nous, on va rester quand même en repérage. Nous nous intéressons à la Supercoupe d'Italia avec vous, Ezekiel. Le premier trophée soulevé par Cristiano Ronaldo avec les Bianconeri. Oui, c'est un match peut-être au départ ou avant le coup de sifflet final qu'on annonçait déséquilibré, puisque 22 points séparent la Juve et le Milan AC actuellement au classement en championnat. Mais sur le terrain, je pense que ça a été un match plutôt équilibré, puisque les Milanais, on le rappelle, étaient privés de Higuaín, mais également de Suso, qui est l'une des pièces maîtresses de cette équipe. Mais il n'était pas là. Et pourtant, le Milan a répondu dans ce match. Les toutes premières occasions étaient pour le Milan. Et puis, il y avait eu entre-temps la transversale de Patrick Cutrone qui a été, je pense, le tournant de ce match, puisque derrière, Cristiano Ronaldo a pris les choses en main pour marquer ce but-là à la 61e minute. Et dans la foulée, comme pour dire que ce n'est pas un bon jour pour le Milan AC, il y a eu ce carton rouge de Franck Kessié qui a tout compliqué pour le Milan AC. À la fin, la Juve qui s'impose 1-0, et grâce justement à CR7 qui encore une fois a été décisif, l'homme des finales tout simplement, on dira. Et c'est un trophée très important pour la vieille dame. On le rappelle quand même que c'est un trophée que la vieille dame n'a plus gagné depuis 2015. Donc, et a été battu en finale consécutivement 2 fois justement par le Milan AC et par la Lazio. Donc je crois que c'est un bon trophée, un bon départ pour Cristiano Ronaldo avec la Juve. Je vais parler sous votre contrôle. Cette compétition s'est déroulée aux Émirats Arabes Unis. C'est ça? Oui, il y avait délocalisé et il y a même eu 2 interruptions dans ce match puisque des supporters avaient fait éruption sur ça n'arrive pas tous les jours.
a fait éruption sur le terrain. C'est des supporters qui ne voient pas trop souvent. De ces stars-là, voilà, Cristiano Ronaldo. Et puis quand même, il y avait un problème. Pourquoi Cristiano, il y a Gattuso également qui est une star. Oui, bien sûr, une star en tant que joueur. Une ancienne star. Une ancienne star, voilà. De toute façon, il y avait aussi des problèmes d'éthique par rapport à ce match. On connaît les Émirats Arabes Unis dans ce qu'ils font par rapport aux femmes, tout ça. Bon, mais bon, si on veut prendre toutes ces considérations, peut-être que la Coupe du Monde n'aurait pas lieu en Russie, tout ça. Mais bon, de toute façon, moi, je pense que c'était un match très, très équilibré, comme Ezekiel a dit. C'est tout le contraire du championnat, parce qu'en Coupe, comme il a dit, depuis 2015, depuis 2015, la vieille dame peine, soit interrompue par le Milan C ou la Lazio de Rome. Donc, c'est autant un bon trophée pour Cristiano Ronaldo et pour le club. D'ailleurs, à Maximiliano Allegri de dire que ce soit la Coupe d'Italie, le championnat ou la Champions League, nous allons tout faire pour remporter toutes les troupes. Ah oui, pourquoi pas, un sextuplé, c'est possible. Et dans ce match, la VAR a fait parler d'elle. Ah, naturellement. Pas pour valider un but, mais pour le carton rouge de Kessié. Alors, Franck Wanyama, vous qui aimez le noble art, rendez-vous compte que Floyd Mayweather a rendu visite aux joueurs turinois dans leur vestiaire, et c'était quand même de très belles photos prises avec le multiple champion du monde. Oui, l'un des boxeurs les plus riches du monde, sinon le plus riche du monde. Le plus riche, le sportif le plus riche d'ailleurs. D'ailleurs, Floyd Mayweather qui, au-delà du noble art, aime aussi le foot et d'autres sports. Donc je pense que c'est une visite, on va dire, d'amitié, de courtoisie. Et ça a été très bien, pour prouver quand même qu'au-delà de la boxe, il suit de près ce qui se passe au niveau du football, et vraiment c'est intéressant d'avoir de telles visites. C'est magnifique. Est-ce qu'il va se mettre à vouloir jouer aussi non, je ne suis pas sûr. Et on se rappelle également cette rencontre entre LeBron James et Kylian Mbappé. Bien sûr. C'est magnifique de voir ce genre d'image. Ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur monde. Le monde des sportifs. Moi et Angelo, voilà. Ils sont aussi dans leur monde. Ça se comprend. On va s'intéresser à la Copa del Rey avec, le Real certes battu, mais qui passe au prochain tour. Et puis le Barça qui a évité le piège, de Levante hier. Oui, il ne faut plus jouer les matchs allés pour le Barça en Coupe du Roi. Comme je le dis, oui. Comme souvent, le Barça c'est programmé un aller-retour, mais voilà, mais sauf que le Barça perd, donne l'illusion aux adversaires. Et puis derrière, il y a la magie. Voilà, le Barça très rapidement rappelle la hiérarchie à ces équipes-là. En tout cas, Levante, c'était une équipe très valeureuse, surtout au match aller. Une équipe qui a joué, même si en face, on pouvait dire que c'était le Barça B, voire C. Non, ça n'a pas d'importance. Ça n'arrive pas tous les jours de battre le Barça, le Real. Donc voilà, c'est un bonus pour ce club-là. Et maintenant, la course, je pense quand même qu'elle sera un peu déséquilibrée avec le Barça et puis le Real. Le Real en course, le FC Séville, Valence. Bien sûr, mais depuis quelques années, le Real, lui, n'est plus concerné par cette course. C'est plutôt la Champions League où le Real domine. Ce sera faire du bien aussi à cette équipe, de retrouver une coupe qui quand même a une suprématie nationale. On le sait pour le Real. Voilà. On se rappelle que Emmanuel Adebayor a gagné cette Copa del Rey sous la tunique blanche. C'était sous l'ère José Mourinho. 2013. Ah oui. Non, naturellement, vous êtes très jeune, donc vous devez vous rappeler de ça. si on rentrait en 92, vous n'étiez pas né. Voilà qui a dit en ce qui concerne les coupes. Et cette fois-ci, le frein, et nous parlons des majeurs. English Premier League News. Alors, nous allons nous intéresser à la Première Ligue anglaise qui a également eu une pause, on peut dire de 10 jours après le fameux Boxing Day et autres journées. Oui, quelques pauses, quelques temps de pause. Maintenant, on est à la 23e journée. On a joué la 22e la semaine passée. Ce match très très disputé entre Tottenham et puis Manchester United. À l'arrivée, les Spurs ont vendangé beaucoup d'occasions. Et puis, le Manchester United qui continue ses matchs sans défaite et bien même plus avec que des victoires. La dernière arrachée sur la pelouse de Wembley. Voilà, ça fait du bien à cette équipe-là qui désormais est au même pied d'égalité avec Arsenal, 41 points. Il faut aussi noter... On va épiloguer un peu sur cette rencontre. Alors, chers spécialistes, sincèrement parlant, qu'est-ce que vous trouvez de nouveau
dans cette équipe de United? Je pense que c'est le discours. L'état d'esprit. C'est le discours et l'état d'esprit, comme il a dit. Okay. Sinon, c'est les mêmes joueurs. Et aligner 5 victoires de rang, je pense que c'est une performance à applaudir. Et ça, ce n'est plus arrivé pour un nouveau manager depuis, on va dire, 70 ans au moins. Donc, ce qu'il fait, c'est bien. Avec les mêmes joueurs, il arrive quand même à prendre des points. Et ce match face à Tottenham, je crois que c'était un match assez intéressant. Il a prouvé sur ce match qu'il pouvait battre tout le monde. Donc, aujourd'hui, je pense notamment que c'est l'état d'esprit, la solidarité, le discours. Ezekiel, on a l'impression qu'avec Mourinho, United était comme une classe enfermée, il n'y avait pas d'air, on étouffait, et juste Solskjaer arrive et tout le monde vit bien. Oui, Solskjaer, je pense qu'il est plus proche de ses joueurs. On a vu certaines images à l'entraînement où il est là en train de discuter avec les joueurs individuellement. Il va vers ses joueurs. Donc je pense que ça a amené un autre état d'esprit dans cette équipe. L'ambiance a changé. Mourinho, on se rappelle de ses problèmes avec Paul Pogba par exemple, alors que Pogba a des amis au sein de cette équipe, de cet effectif. Donc je crois que les amis de Pogba peut-être pouvaient faire front face à Mourinho, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Donc je pense que c'est l'état d'esprit qui a changé tout simplement. Les joueurs restent les mêmes, mais je pense que du côté tactique aussi, Solskjaer est plus offensif, contrairement à Mourinho. Donc les joueurs qui aiment toucher le ballon, tant que le jeu est offensif, ils se sentent mieux. Donc c'est le cas aujourd'hui au niveau de Manchester. La mauvaise nouvelle du côté des Spurs, c'est la blessure d'Harry Kane. Oui, Harry Kane qui sera indisponible, pratiquement 2 mois. On parle jusqu'en mars, c'est ça? Jusqu'en mars, voilà. Surtout qu'il était en liste. Il est en liste, puisqu'il est 3e meilleur buteur à égalité avec Pierre-Emerick Aubameyang et Mo Salah. Voilà. On a aussi, il était en lice, pardon. On a aussi la défaite. On va évoluer, c'est ça? Allons-y. La défaite d'Arsenal en déplacement à West Ham. Attention, Nasri a corrigé. He's back. Il était étincelant, dans ce match-là, Nasri. Et puis quand même, Manuel Pellegrini, deux hommes qui connaissent très très bien cette première ligue. Liverpool, malgré la défaite face à City, essaie de garder 4 points, puisque Liverpool est allé s'imposer à Brighton. Un petit but à 0, mais combien important. Ce résultat. Et puis la pire équipe à domicile, c'est cette équipe de Leicester. S'il faut faire le rapprochement à domicile, Leicester ne gagne presque jamais. S'il faut faire le rapprochement avec la mort de son président, il va falloir peut-être purifier le King Power Stadium. Leicester qui a perdu à domicile face à Southampton, 1-2. Chelsea, en ce moment-là, avec un enroulé magnifique de Willian, prenait l'avantage sur Newcastle, 2-1. Et puis, on peut aussi citer la victoire lundi de Manchester City, 3-0 face à Wolverhampton. De toute façon, City qui recolle, c'est ça? Voilà, City a 4 points de Liverpool. Tottenham est toujours sur le podium malgré sa défaite. Chelsea, 4e. Arsenal et Manchester United, respectivement, 5e et puis 6e. 18e, 19e et 20e sont Newcastle, Fulham de Floyd Haïti et puis Huddersfield. Alors, Franck Lunyama, est-ce que, sincèrement parlant, avec 4 points d'écart entre Liverpool et City, le suspense reste entier ou Liverpool, comme ça, va continuer à dominer le championnat? Le suspense reste entier. 4 points, c'est rien de grand. Si Liverpool peut-être avait su s'imposer face à City dans le match qui les a opposés il y a quelques jours, avec 10 points d'écart, on pourrait dire que c'est fait. Maintenant, avec 4 points, il suffit peut-être de 2 contre-performances de Liverpool pour que les Sky Blues arrivent à leur niveau. Donc, le suspense est toujours là, grand. Je pense que la pression est plutôt sur Liverpool maintenant, qui va se dire mais il n'y a plus lieu de faire des erreurs, de perdre des matchs, sinon Chelsea est derrière, City j'allais dire est derrière. Donc je pense que on va suivre cette compétition jusqu'à la fin. Maintenant, si au passage City venait à faire des erreurs et que Liverpool gagne, je pense que là ça va devenir compliqué. Pourquoi pas? Voilà qui est dit en ce qui concerne la première ligue, direction. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol.
Alors, on va s'intéresser à la Liga espagnole, notamment à certains clubs qui, entre-temps, étaient pratiquement tout le temps en Europe et surtout en championnat local, mais ces derniers temps qui sont complètement, je peux dire, à côté de la plaque. On va parler de Valence, de Bilbao et de Villarreal. Valence aujourd'hui classé 11e, Bilbao 15e et puis Villarreal 19e. Ezekiel Ayi-Ataï, comment est-ce que vous expliquez la situation de ces clubs, entre-temps, était quand même très très bien sur le plan européen? Oui, c'est des clubs très très bien, comme tu l'as dit, sur le plan européen. Mais malheureusement, à la fin de chaque saison, les meilleurs de ces clubs-là sont partis, sont vendus aux gros clubs ou aux autres grands clubs de l'Europe. Et au fil des années, sont des clubs qui s'affaiblissent et font venir de très jeunes joueurs après pour recommencer. Mais je pense qu'aujourd'hui, en Liga, il y a au niveau des autres clubs, ces clubs sont restés, je pense, peut-être plus compacts, puisque les joueurs ne sont pas souvent changés, ce qui fait aujourd'hui que tous les matchs de la Liga sont des matchs difficiles. Le Real, le Barça, tous les gros sont mis en difficulté, mais je pense qu'il y a plus de talent au niveau du Real, du Barça que de ces clubs-là, à l'instar de qu'au niveau de Villarreal et autres. Donc aujourd'hui, ces clubs sont en difficulté, mais par exemple, quand je prends Valence, Valence a peut-être eu des difficultés pour démarrer sa saison. À un moment donné, le doute s'est installé. 4 victoires en 19 matchs. Le doute s'est installé et quand le Valence, par exemple, joue face aux autres, il n'y a plus cette peur de jouer face à un grand. Et donc, ce qui met forcément Valence en difficulté. Quand on joue, par exemple, face au FC Barcelone, on a peur de Messi, on a peur de ce club-là et peut-être on respecte trop le Real, le Barça et à la fin ces clubs s'imposent. Et à chaque fois qu'on voit des clubs qui ne respectent pas sur le terrain le Real ou le Barça, qui osent presser ces équipes-là, elles sont en difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, sur le papier ou psychologiquement, ce sont des clubs qui se voient peut-être vulnérables par rapport aux autres et sur le terrain, ça devient difficile. Et dire que Valence, par exemple, a des joueurs comme Rodrigo, Gamero, Santimina, Geoffrey Kondobia. Du côté de Villarreal, on a des joueurs comme Baka, Toko Ekambi, votre ami Armel Waba. Et puis du côté de Bilbao, Iñaki Williams, Adori Sousaïta et puis Iker Mouniaïn. Et pourtant, Villarreal et Valence sont en Coupe du Roi et en 16e de finale de Ligue Europa. Oui, moi je dirais qu'il y a un problème d'ambition et d'organisation autour de ces clubs-là. Souvenez-vous. En Europe aussi? Oui, dans les années 2000. Existe, oui, par rapport à certains clubs. D'accord. Lorsque nous prenons par exemple le Football Club Barcelone, l'ambition, la recherche des moyens financiers, le Real, la recherche des moyens financiers, le fait de vouloir gagner des compétitions, je crois que ça fuit un peu ces clubs qu'on a cités comme Valence, qui dans les années 2000 fait partie de ces clubs qui deux finales de Ligue des Champions et depuis donc et depuis les ambitions sont un peu en dedans avec de très bons joueurs à l'époque comme les Argentins dont j'oublie le nom, le gardien on va dire à l'époque il y avait également Gaïka Mendieta donc ce sont des clubs qui ont perdu un peu leur ambition. Par exemple, Valence est 6 fois champion d'Espagne, c'est quand même quelque chose. Lorsque vous prenez Villarreal, c'est vrai que sur le plan espagnol, c'est un club. On parle de sous-marin. Le sous-marin jaune est resté sous l'eau. Oui, il est resté sous l'eau. C'est un club qui vraiment n'a pas de référence. Mais qui avait de très grands joueurs. Qui avait des joueurs volontaires. Qui avait des joueurs très volontaires et qui sont talentueux. Quand vous prenez Bilbao, qui a gagné 8 fois le champion d'Espagne, reste quand même un gros. Mais l'ambition et puis la politique financière autour de ces clubs manque, ce qui fait que les clubs sont un peu en dedans, au-delà, malgré leur ambition d'aller titiller les grands. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres clubs qui ont émergé et qui sont venus balayer un peu comme l'Atlético Madrid qui est venu, que personne ne voyait. Quand on voyait Valence dans les années 2000, l'Atlético Madrid, c'est pas, on le voyait pas. Donc, il y a d'autres émergences dans le championnat espagnol. Vous voulez citer entre-temps Pablo Aimar.
Justement. Aujourd'hui, je pense entraîneur, non? Oui, il a fait un tour au Benfica. Au Benfica, mais je pense qu'il est du côté de l'Argentine également. Oui, vous voulez dire quelque chose? Bien sûr, je voudrais commencer par là où Franck a terminé, la faillite financière. Oui. Aujourd'hui, ces clubs-là, tous ces clubs qu'on cite, à un moment, ont eu d'énormes difficultés financières. Et ce qui ne vient pas arranger les choses, c'est que ce sont des clubs identitaires. Voilà. Alors, quand les investisseurs viennent, eux, ils ont plutôt le désir de tout prendre, 100% de droit, alors que ces clubs-là appartiennent à des socios. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne, par exemple. Voilà, appartiennent à des socios. Du coup, ces investisseurs n'ont pas le contrôle total et ils ne veulent pas prendre ces clubs-là. En plus, il n'y a plus de projets bien définis. On se rappelle entre-temps avec Valence qui a fait venir l'anglais Gary Neville. Oui, voilà. C'était un fiasco. On ne sait pas ce qu'il est venu faire. C'était un fiasco tant du côté des dirigeants qui sont allés le chercher et même du côté de l'entraîneur qui n'avait pas un véritable projet. Et c'est comme ça que les clubs-là qu'on cite changent énormément d'entraîneurs très régulièrement. Et de joueurs. Et de joueurs. Séville, par exemple, enchaîne plus de 16 entraîneurs en 2 ans. C'est énorme. Allez-y comprendre quelque chose. C'est énorme. Oui, mais en Espagne, les clubs appartiennent aux socios. Ça, même le Real, même le Barça sont des clubs qui appartiennent aux socios. Et pourtant, ces clubs restent en vie. Donc, je pense que oui, il y a cette difficulté financière. Oui. Mais je pense qu'il y a un problème aussi à la base, puisque quand on parle du Real, on parle du Barça, de l'Atlético. Il y a des joueurs qui sont formés quand même au niveau de ces centres de formation, qui déjà à 18 ans sont vendus ou prêtés, et ce qui ramène de l'argent à ces clubs-là, ce qui n'est pas forcément le cas de ces autres clubs qui n'ont pas un centre de formation. Oui, ce sont des centres de formation, mais qui n'ont pas le standing du Barça, de la Masia ou de la Casilla. De toute façon, on aura les plus forts, on aura les plus faibles. Donc, ça c'est comprendre. Et on va s'intéresser au calendrier de la 20e journée de la Liga espagnole. Ça démarre ce vendredi avec Retafe de Jenda Konam qui reçoit Alaves. C'est un beau duel entre le 6e et le 5e. Samedi, on a 3 rencontres. Le Real Madrid accueille au Bernabéu le FC Séville. C'est un gros match à suivre. Huesca sera face à l'Atlético Madrid et puis Valence joue en Galice face au Celta Vigo. Dimanche, Betis Gijón, Villarreal, Atlético Madrid. Oh là là, Athletic Bilbao, pardon. C'est le duel entre le 19e et le 15e. Levante, Rayo Valladolid, Rayo Vallecano face à la Real Sociedad. Et puis l'FC Barcelone joue contre les Ganes. Voilà pour la Liga, direction. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Après la longue trêve hivernale, ils sont de retour, les joueurs de la Bundesliga, n'est-ce pas Franck Nouyama? Oui, après quelques semaines de vacances, ils sont de retour pour la 18e journée de la Bundesliga. Et ça commence déjà ce soir avec Hoffenheim qui reçoit le Bayern de Munich, qui a besoin de s'affirmer et de prendre des points. Ça doit être un match très intéressant. Très intéressant. Mais ce serait sans Ribéry et Robben blessé. Oui, sans Ribéry, et Ribéry d'ailleurs qui a été averti parce que là, on prépare déjà sa succession et on donne un peu le pouvoir à son compatriote. Rappelez-moi le nom. Kingsley Coman, à qui Kovac a dit oui. Maintenant, vous allez pouvoir prendre la succession parce que n'importe comment Ribéry, on connaît. Donc, je pense que là, le jeune est maintenant averti par rapport à ce qui lui reste à faire. Et demain, on a le Bayer Leverkusen qui joue contre Mönchengladbach. Stuttgart reçoit Mayence, Hanovre 96 qui a besoin de points pour pouvoir assurer son maintien dans ce championnat. Joue contre Brême, Augsbourg, Düsseldorf, Francfort, Fribourg et Leipzig qui joue contre le leader Dortmund. Ça va être là également très intéressant comme match. Et puis dimanche, pour la fin de cette 18e journée, on a Nuremberg qui joue contre Hertha Berlin et puis Schalke 04 qui accueille Wolfsburg. Est-ce que James Rodriguez va rester
rester, va-t-il partir parce que ça se discute. Hein. Pour l'instant, le joueur n'est pas satisfait de son temps de jeu avec le Bayern. Oui. Il n'est pas titulaire et il joue peu. Donc, c'est un joueur qui n'est pas aussi vieux. Donc, il a envie de s'exprimer, de s'affirmer. Oui. Et les discussions sont menées. Est-ce qu'il va partir cet hiver? C'est pas sûr. Peut-être l'été prochain. Donc, on discute toujours parce que quand même, Niko Kovac, c'est que c'est un joueur qui peut donner beaucoup de choses. Il compte sur son pied gauche qui souvent sauve le Bayern. Donc, on ne veut pas tout de suite le brader. Donc, on verra bien ce que les jours prochains vont donner. File donc, Rernou Nyama, on va faire un tour du côté de l'Outre-Alpes. Tutto calcio Italia. Spacca la porta! Segna anche Team Cup! Seigneur Anketi Pape. Ah oui, j'aime beaucoup ce jeu de mots. Alors, est-ce que la Juve, a déjà quitté les Émirats pour venir disputer son match oui, de Serie A italienne? La Juve et le Milan prennent leur temps pour entrer dans cette 20e journée, puisque la Serie A sera à sa 20e journée. Exact. Et d'ailleurs, ces deux formations vont jouer lundi. Voilà, ça se comprend. Oui, la Juve accueille le Chievo, la Lanterne Rouge. Donc, c'est un match entre le premier et le dernier. Ça va se jouer lundi. Et puis, le Milan C, de son côté, sera en déplacement au Genoa. Et justement, en parlant du Milan C et du Genoa, Milan C... La nouvelle, ça se précise, c'est ça? Oui, l'AC Milan serait tombé d'accord avec Christophe Piatek, l'actuel deuxième meilleur buteur de la Serie A italienne. Le transfert de l'attaquant du Genoa coûterait au minimum 40 millions d'euros au Milan C. C'est pas aussi coûteux, 40 millions pour un attaquant. Voilà. Oui, surtout pour l'actuel deuxième meilleur buteur de ce championnat. Voilà. Donc, cette 20e journée démarre demain samedi avec le match entre la Roma et le Torino. La Roma qui accueille le Torino. Parme en déplacement affronte Udinese. Et puis l'Inter Milan qui reçoit Sassuolo. Et parlant de l'Inter Milan également, Mauro Icardi est en discussion pour prolongation de contrat avec son club. Mais le capitaine Nerazzurro pose problème en raison de ses exigences financières. Et une réunion est attendue ce vendredi pour décider de sa prolongation. Et puis suite de cette 20e journée dimanche avec Frosinone et Atalanta, Spal reçoit Bologne, la Samp en déplacement affronte la Fiorentina, Cagliari reçoit Empoli et puis le Napoli sera face à la Lazio, soit le choc de cette 20e journée. Plusieurs fois on a évoqué le cas de Mauro Icardi du côté du Real Madrid, mais bon, on ne sait pas si finalement ça tiendra ou pas. Bon, je pense que le joueur, il a déjà la tête ailleurs, vu ses exigences financières. Et puis, déjà, à la fin de la trêve hivernale, il est rentré en retard de ses vacances. Donc, ça, ce sont des attitudes, des signes qui ne trompent pas. Grazie mille, Ezekiel. Et cette fois-ci, nous allons où, là, voilà. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, nous parlons de la Ligue 1 Conforama avec, la 21e journée qui a lieu, qui commence déjà ce vendredi avec Lille-Amiens. La bonne nouvelle du côté du club des Dogs, c'est que Christophe Galtier a prolongé avec le club lillois, Franck Nouniama. Une bonne nouvelle, parce qu'il fait du bon boulot, Christophe Galtier. Oui, on connaît ce qu'il a laissé du côté de Saint-Etienne. Christophe Galtier, c'est un entraîneur assez pointilleux sur ce qu'il fait. Lille était en difficulté, presque relégué en Ligue 2 avant qu'on ne lui fasse appel. Il a réussi à maintenir l'équipe et juste quelques mois après, regardez un peu la position de Lille aujourd'hui derrière le Paris Saint-Germain. Même si l'écart entre les deux clubs est important, Lille avec des joueurs comme Nicolas Pepe et autres font du bon boulot. Maintenant, il a la confiance des dirigeants, preuve de sa prolongation jusqu'en 2021. Donc, je pense que c'est un entraîneur qui ne parle pas beaucoup, mais qui sur le terrain fait le travail. Et on va s'intéresser à ce match entre Guingamp et le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une défaite en téléchargement pour les Parisiens? Oui, Guingamp, c'est une équipe très souvent qui pose problème au Paris Saint-Germain. Avec Marcus Thuram. Oui, avec Marcus Thuram, le fils de Lilian. Maintenant...
ce n'est pas la même chose. La Coupe a des allures de motivation différentes de celles du championnat, dans lequel d'ailleurs le Paris Saint-Germain est intouchable, tout simplement. 14 points d'écart déjà entre Paris et puis Lille, deuxième. Je ne sais pas le nombre de points d'écart entre Paris et Guingamp. Quoi qu'il en soit, pour Guingamp, ce sera un exploit. Oui, surtout que Paris ne voudrait plus vivre ces défaites-là qui, quand même, font tâche dans le parcours parisien. Et les Parisiens qui étaient du côté de Doha, au Qatar, où ils ont fait une course de dromadaire. Oui, et rapidement, sur Christophe Galtier, je pense que c'est un entraîneur qui s'inscrit dans le long terme. Oui. On sait combien d'années il est resté à Saint-Étienne, donc ce n'est pas étonnant de le voir dans un projet lillois que d'ailleurs lui, il a mis en place avec l'Ivoirien Nicolas Pepe notamment. Et Jonathan Bamba au passage. Voilà. Et toujours samedi, on aura Monaco-Strasbourg, Nîmes face à Toulouse, Bordeaux qui reçoit Dijon et puis Nice qui se déplace à Reims. Dimanche, Rennes sera face à Montpellier. Marseille est en déplacement à Caen. À Caen, la victoire de Marseille après 9 défaites. On attend de voir. Angers sera au révélateur de Nantes et puis le chaud derby bouillonnant. Ah oui. Entre Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais, Ezekiel. Oui, c'est toujours un derby bouillonnant et on attend souvent Jean-Michel Aulas à l'approche de ce derby, se fait toujours signaler. Donc peut-être il aura quelque chose à dire aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain. Voilà. Donc c'est un match très intéressant. Saint-Étienne qui a d'ailleurs battu Marseille. Donc Saint-Étienne est dans une bonne dynamique, tout le contraire de l'Olympique Lyonnais qui a du mal à s'imposer. La dernière fois, il était même mené 2-0 avant de revenir au score pour finalement arracher le point du nul. Donc je pense que c'est un derby peut-être on dira équilibré sur le papier, mais le spectacle se trouvera ailleurs dans les tribunes et puis par journaux interposés et les présidents également qui font leur sortie. En tout cas, c'est un match souvent particulier entre les supporters et les joueurs. Ce sera du côté de Saint-Étienne, Jean-Louis Gasset, l'expérimenté, face à de l'autre côté à Bruno Genesio. Bon, de toute façon, les deux hommes sont des expérimentés en la matière. Avec pour arbitre Jean-Michel Aulas. On va juste rappeler au classement des meilleurs buteurs Mbappé avec le premier avec 14 réalisations, Pepe à 13 buts et puis Emiliano Sala 12 buts. Emiliano Sala pisté par Cardiff du côté de la première ligue anglaise. Ça se discute toujours. Alors, le thème sportif avec vous, professeur Ezekiel Aïataï, nous sommes tout tuis. Oui, un sifflet. Voilà, un sifflet, c'est un petit instrument qui permet de siffler, si on peut déjà le dire comme ça. Et c'est un accessoire indispensable pour un arbitre. Ça permet de marquer le début d'une partie, signaler la fin, et également d'arrêter un match entre-temps pour signaler des fautes ou des violations sur le terrain. Mais un arbitre est également appelé un sifflet. Vous savez, on revient un peu à l'histoire. Au début du football, il n'y avait pas de sifflet, puisqu'il n'y avait même pas d'arbitre. On comptait sur le fair play des joueurs pour signaler les fautes et autres. Donc, ce sont les deux capitaines qui signalaient ces fautes-là. Mais ça créait beaucoup de désaccords. Donc, finalement, on a décidé de mettre... c'était pas des arbitres à l'époque, on les appelait des umpires. Un derrière chaque but. Donc, et l'arbitre était dans les tribunes. Donc, quand les deux ne se mettaient pas d'accord, l'arbitre vient les départager. Mais ça ne réglait pas toujours la situation. Donc, finalement, l'arbitre a quitté les tribunes pour le terrain, pour le rond central. Et même là, au début, l'arbitre n'avait pas de sifflet. Il avait un mouchoir blanc pour signaler les fautes, ce que tous les joueurs ne voyaient pas forcément. Donc, on a trouvé l'ingénieuse idée de donner un sifflet à l'arbitre. Et donc, c'est comme ça que le sifflet est arrivé au football. Et aujourd'hui, c'est le sifflet qui décide des décisions, qui décide sur le terrain. Comme on le dit, l'arbitre est le seul maître du terrain, mais sans son sifflet, il ne fait pas le poids. Donc, on peut ça, un sifflet, c'est en résumé l'accessoire indispensable pour un arbitre et un arbitre indispensable pour un match de football. Et ce qui est également remarquable, c'est que le sifflet aujourd'hui existe dans toutes les compétitions sportives. Oui. Il n'y a pas une discipline où on ne parle pas de sifflet. Non.
le tennis, le rugby, au badminton, tennis de table, tout ce que vous voulez. Partout, il y a toujours un arbitre. Dans tous les sports, il y a un arbitre. Alors, est-ce que vous vous rappelez, quand vous étiez petit, il n'y avait pas d'arbitre, c'était un désordre total. Oui, justement, vous comprenez l'importance d'un arbitre. C'était un désordre total et à la fin, celui qui amène le ballon, le propriétaire du ballon rentre avec pour marquer la fin du match. Ça se comprend. Et c'est vrai qu'on a eu également plusieurs sifflets, un meilleur sifflet en Afrique, au Togo et dans le monde, Ezekiel Ayataï. Oui, on a en Afrique le Béninois Kofi Kodja. Oui. On a également Colina, qui est un arbitre légendaire, mais chez nous, il y en a également récemment, eu Diaoupé, récemment celui qui Fagla qui a raccroché. Donc, ce sont des arbitres qui ont fait leur preuve. Ils n'ont pas commencé en tant qu'internationaux. Ouais. Je pense qu'ils ont commencé à la base et ils ont progressé pour devenir des arbitres internationaux. Voilà. Et avant, l'arbitre était l'apanage des hommes. Il n'y avait que des hommes qui étaient arbitres. Justement. Et aujourd'hui, il y a des femmes arbitres au football. Mille merci, professeur Ezekiel. C'est Tony Chaperon. Oui, c'est vrai. Armel, votre mot. C'est un sifflet. C'est un sifflet. Voilà. Armel, votre dédicace, s'il vous plaît. Oui, c'est la première émission de l'année 2019. Et l'occasion de souhaiter les vœux aux auditeurs, à tous ceux qui sont sur la plateforme PFE. Ouais. Voilà, à toute ma famille et à ma maman. Merci beaucoup. Franck Lunyama. Oui, bonjour à tous les fans de cette émission PFE. On est ensemble pour cette année 2019. Bonjour Gloria, bonjour Esther, bonjour Kenneth et tous les autres. Ezekiel. Oui, je dis professeur Ezekiel. Bonjour à Manoa Kouete et puis à tous les férus de cette émission. Ouais. Et, je leur souhaite tout simplement une très bonne et heureuse année 2019. En tout cas, meilleure santé à tout le monde. Bonjour à Boris de Canal+, et toute son équipe. Nous saluons également Roméo Yector et Fifia Sobavi et tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE. On se donne rendez-vous lundi avec, la bonne humeur et toujours ce zeste de professionnalisme. Merci à Elo Madovo qui a assuré la vidéo de cette émission. La mise en onde est signée Gildas Caboret. Il nous dit qu'il est déjà l'heure. On peut continuer? Non, il dit non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se souhaite beau week-end sportif à toutes et à tous. À très très bientôt. Ciao.